Survivre dans la steppe ouverte, lorsque les températures atteignent -50 °C et restent basses pendant 5 mois, n'est pas un hasard. Votre survie dépend de chaque aspect de l'existence: la nourriture, le combustible, l'abri et l'état d'esprit. Tout a été affiné au fil des siècles en un système intégré, où une seule erreur conduit à être gelé à l'intérieur de votre habitation. À l'ère moderne, une augmentation soudaine des coûts de chauffage ou une panne de courant lors d'une tempête de neige provoque une panique généralisée. Les Mongols ont bâti un empire dans des conditions environnementales qui tueraient une personne moderne non équipée en moins de 4 heures. Leur secret résidait dans la physique des habitations circulaires qui transformaient le tissu de feutre en un dispositif de stockage thermique. Leur stratégie de combustible reposait sur le crottin de cheval séché, tandis que les tranches de viande lyophilisée étaient presque en apesanteur et avaient une durée de conservation illimitée. Les animaux étaient placés stratégiquement comme brise-vent naturels. La force mentale a maintenu les familles en sécurité pendant 150 jours d'obscurité continue. Ils formaient un dispositif de survie complet, où la yourte, le bétail, le feu et les provisions travaillaient en harmonie pour extraire la subsistance d'un environnement aride à -50 °C. Survivre est une victoire de l'ingénierie. C'est l'art de la résilience humaine. Notre discussion d'aujourd'hui examine comment les Mongols préparaient la nourriture, mangeaient et conquéraient l'hiver le plus extrême de la planète. La yourte était bien plus qu'une simple tente. Elle fonctionnait comme un générateur thermique mobile qui ressemblait seulement à une tente. Tous les choix architecturaux étaient délibérés. Les murs ronds dirigeaient la pression du sommet vers la porte, car toute déviation entraînerait la mort par le froid pendant le sommeil. Regardez d'abord la forme. Les murs arrondis ont empêché la formation de coins qui auraient retenu le froid. Les structures rectangulaires créent des zones où l'air devient stagnant, le givre s'accumule et la chaleur disparaît. Les parois en treillis circulaires de la yourte ont forcé un flux d'air continu autour du feu central. L'intérieur est devenu un mécanisme de convection où l'air chaud monte en une spirale sans fin. L'absence de coins a éliminé les zones stagnantes. Ainsi, sans zone morte, le givre n'a pas pu ramper le long des murs. Pendant que tu dormais à moins d'1 mètre, les murs de feutre ont agi comme des régulateurs thermiques perméables. Selon la saison, les familles utilisaient entre 3 et 5 couches de feutre de laine dense. Les poches d'air emprisonnées entre chaque couche fonctionnent selon le même concept que les manteaux thermiques contemporains. Mais tu y habitais. L'aspect crucial pour la survie était que le feutre permettait à l'humidité de s'échapper. La cuisson, la télévision et la chaleur corporelle généraient de la vapeur à l'intérieur de l'habitation fermée. L'humidité se dépose sur la zone la plus froide, et à -50 °C, cela signifie toutes les surfaces intérieures. Puis elle gèle en couche de givre. Finalement, tu te reposes à l'intérieur d'une enveloppe recouverte de givre. Elle extrait la chaleur de l'air plus rapidement que le feu ne peut la compenser. Le feutre permettait la circulation de l'air. L'humidité se déplaça à travers les fibres et s'évacue avant de geler. L'habitation restait sèche et la sécheresse signifiait l'habitabilité. L'entrée était constamment orientée vers le sud, non pour des raisons symboliques ou de pièces. C'était dû au système de haute pression sibérien qui pousse l'air polaire directement du nord. Une entrée sur le côté nord permettait au vent violent d'extraire toute la chaleur de la structure. Une fois la personne sortie, l'exposition au sud offrait des occasions idéales pour éviter les vents violents. Une épaisse couche de feutre recouvrait l'entrée. Problème simple de sas. Le volet extérieur était baissé. Quelqu'un est entré puis a abaissé le volet extérieur. La chambre intérieure était hermétiquement fermée. Aucune colonne thermique n'a été créée en raison des différences de pression. Le poêle était placé exactement au centre, répartissant l'énergie thermique uniformément dans toutes les directions. Aucune zone de la tente ne restait froide tandis qu'une autre était brûlante. Mais sa fonction dépassait le simple chauffage. Les vapeurs et les courants chauds montaient en spirale vers le sommet, provoquant l'ouverture de l'évent. Elle fonctionnait à la fois comme cheminée et comme régulateur de pression. L'air frais était aspiré par le bas grâce au courant ascendant. Le monoxyde de carbone était expulsé et l'intérieur restait respirable sans être envahi par l'air glacial. Les familles se disposaient en cercle autour du poêle, les pieds vers le feu et la tête vers le couvercle de feutre. Cela créait un gradient thermique. La température corporelle centrale restait élevée et les extrémités restaient assez chaudes pour prévenir les engelures. Chaque personne contribuait au mécanisme de chauffage. À -50 °C, le cadre en bois en treillis se pliait sous la contrainte du vent plutôt que de se briser.
Le bois se rétracte en refroidissant tandis que les structures rigides se fissurent. Le treillis de la yourte se pliait simplement. La contrainte était absorbée et la structure restait cohérente. Car l'anneau de compression en haut, le tonneau, répartissait la tension de manière similaire à un moyeu soutenant des rayons. L'habitation entière s'inclinait avec le vent, ce qui lui permettait de résister aux tempêtes. Ces tempêtes auraient détruit toute construction rigide. Ce n'était pas un bâtiment, mais un vêtement de la taille d'une famille entière. La yourte fonctionnait exactement comme un DEL. Elle était composée de couches flexibles et permettait de gérer l'air. Les deux configurations emprisonnaient la chaleur et permettaient à l'humidité de s'évaporer. Et il pliait au lieu de se briser quand la nature était hostile. La steppe mongole manquait totalement d'arbres, pas seulement une rareté ou des forêts clairsemées. Il n'y avait presque pas d'arbres, à l'exception des vallées fluviales limitées. Ces vallées où l'eau naît créent des microclimats non représentatifs des 99% restants du terrain. Par conséquent, pendant le siège hivernal de 5 mois, le feu quotidien était nécessaire pour faire bouillir l'eau et préparer la viande. De plus, le feu était nécessaire pour protéger la famille de la mort pendant leur sommeil. Le bois n'était pas une alternative. Le bois était réservé à la fabrication de manches d'outils et à la réparation de la structure de l'habitation. Le combustible du feu était l'argale, le fumier séché des animaux. La bouse séchée gardait l'endroit assez chaud pour que les humains survivent. La bouse séchée était fournie par les chevaux, les bovins, les moutons et les yaks. Son approvisionnement était illimité tant que le bétail restait en bonne santé. Cela en faisait la pierre angulaire de toute l'économie de chauffage. Les familles la récoltaient tout au long de l'année. Mais la saison de récolte était l'été et l'automne. Les femmes et les enfants parcouraient les pâturages et ramassaient les galettes de bouse séchées. Ils les entassaient près du camp ou dans des tas protégés que le vent ne pouvait pas disperser. Une famille pouvait consommer des centaines de kilos au cours de l'hiver. Le stockage n'était pas décoratif, car en manquer signifiait un danger mortel. La bouse de cheval brûlait avec la plus grande efficacité. Sa teneur élevée en fibres due au pâturage constant de l'herbe lui permettait de rester compacte pendant le séchage et de fournir une chaleur constante lors de la combustion. La bouse séchée complètement pouvait atteindre des températures suffisantes pour faire bouillir de l'eau et griller lentement de la viande. Ce n'est pas une chaleur intense mais une chaleur fiable, ce qui est le plus important lorsque votre réserve d'énergie doit durer des mois. La bouse de bovin et de yak fonctionnait presque de manière identique. La bouse de mouton était plus petite et brûlait plus vite, nécessitant d'en ajouter régulièrement au feu. Cependant, elle s'accumule lorsqu'un troupeau de 50 animaux en produit chaque jour. L'odeur n'était pas celle à laquelle on pourrait s'attendre. Lorsqu'elle est complètement sèche, la bouse séchée dégage une odeur étonnamment faible pendant la combustion, terreuse et légèrement âcre, mais pas fécale. La sécheresse était le facteur décisif. Du fumier humide ou partiellement sec émettait une fumée épaisse, remplissant la tente de vapeurs suffocantes qui provoquaient des larmes et de la toux. Le fumier séché brûlait assez proprement, au point que son odeur était associée à la chaleur, à la nourriture et à la sécurité dans l'esprit de l'enfant mongol. L'odeur de l'argale brûlée était l'essence de la maison. La collecte en hiver était dangereuse mais nécessaire. Parce qu'il était impossible de rassembler le carburant de 5 mois en automne, l'espace et la main-d'œuvre nécessaires étaient excessifs. Ainsi, les familles continuaient à collecter pendant les brèves périodes de réchauffement lorsque la température montait à pas plus de 20 degrés Celsius en dessous de zéro. De plus, le vent se calmait suffisamment pour que l'exposition en plein air soit sûre. Il fallait apporter le fumier gelé à l'intérieur et le faire fondre près du feu pour qu'il brûle efficacement. Le fumier humide dissipait la chaleur dans le séchage au lieu de produire des flammes. La gestion du feu était une compétence quotidienne. Elle nécessitait une pratique constante pour maintenir le feu allumé toute la nuit. Il fallait empiler les braises sous une couverture de cendres. Cela l'isolait et ralentissait la combustion sans l'éteindre complètement. Le matin, tu enlevais les cendres, ajoutais de petits morceaux d'argale fumier sec et laissais les braises rallumer le combustible. Laisser le feu s'éteindre complètement était une chose à éviter à tout prix. Allumer un nouveau feu à partir de rien à 50 degrés Celsius en dessous de zéro, surtout par vent, pouvait consommer des quantités dangereuses de temps et d'efforts. Il prenait soin des braises comme d'un être vivant, car en réalité, c'était ce qui te maintenait en vie. L'argale fumier sec représentait la lumière du soleil stockée. L'herbe elle-même avait poussé grâce à l'énergie solaire captée pendant l'été. Les animaux herbivores consommaient l'herbe et cette énergie s'accumulait dans leur corps. Les excréments étaient les restes,
une batterie mobile de calories activées pouvant être reconvertie en chaleur. Lorsque les plaines deviennent un désert gelé et que le soleil se lève à peine au-dessus de l'horizon, les Mongols utilisaient les déchets biologiques de leur bétail comme combustible, les transformant en chaleur qui rendait possible l'existence humaine. Sans l'argol, la yourte n'était qu'un tas de feutre et de bois reposant sur un sol gelé. Avec lui, la tente se transformait en un four ardent. Les provisions hivernales mongoles avaient un seul but, maintenir la vie quand aucune plante ne pousse. Rien n'était actif. Consommer suffisamment de calories pour rester au chaud signifie que votre corps fonctionne comme un four et a besoin d'un carburant constant. Il n'y avait ni variété, ni fraîcheur, ni souci du plaisir culinaire. Chaque matière comestible devait prouver sa valeur en fournissant la plus forte concentration de calories, la capacité de stockage à long terme ou les micronutriments essentiels qui empêchent la perte de dents. C'était le système alimentaire de base qui avait été optimisé au cours de siècles d'essais et d'erreurs à venir. Le bord viande séchée était de la viande transformée en pierre. En automne, on coupait de fines tranches de mouton ou de bœuf maigre et on les suspendait dehors où le vent froid et sec les lyophilisait. Après quelques semaines, elles devenaient dures comme la pierre. Léger et presque imputrescible, un cavalier pouvait vivre des semaines avec une sacoche de sel remplie de bore. Le bore était presque une protéine pure, concentrée et conservée. Lors de la consommation, de fines tranches étaient ajoutées à l'eau bouillante ou au lait. Elles se reconstituaient pour former un bouillon de soupe riche en protéines. La cuisson du bore nécessitait très peu de combustible, juste assez pour chauffer le liquide, ce qui le rendait très économe en énergie. Le bore n'était pas savoureux, mais il était pratique et efficace. Le koumi fermenté à partir de lait de jument était produit pendant l'été et l'automne. C'est pourquoi survivre était essentiel en hiver. Le processus de fermentation génère de la vitamine C, des vitamines B et des probiotiques. C'était exactement ce qu'il fallait pour prévenir le scorbut en l'absence de légumes. La viande, le lait et encore plus de viande constituaient l'intégralité du régime alimentaire. Avec une teneur en alcool d'environ 2% à 3%, il fournit un modeste apport calorique et un sentiment significatif de chaleur psychologique. Tu passais 18 heures par jour à l'intérieur d'une yourte, à fixer les murs de feutre. Le koumi était conservé dans des sacs en cuir et restait semi-liquide par grand froid. L'alcool et les sous-produits de la fermentation abaissaient son point de congélation. On apportait des blocs congelés de koumi à l'intérieur pour les faire fondre près du feu, puis on les consommait tout au long de la journée. La graisse servait de médicament. La graisse de queue de mouton, la moelle et le beurre clarifié connu sous le nom de ghee fournissaient la densité énergétique nécessaire pour soutenir des corps qui brûlaient entre 16 700 et 2500 kJ par jour seulement. C'était pour maintenir une température corporelle centrale stable. Alors que les habitudes alimentaires contemporaines visent à limiter les graisses, le régime hivernal des Mongols les rendait essentiels. Les abats comme le foie, le cœur et les rognons étaient appréciés non pour leur saveur, mais pour les micronutriments absents dans la viande musculaire. Les Mongols consommaient l'animal entier du nez à la queue, car jeter une partie quelconque de l'animal abattu signifiait gaspiller de l'énergie. Et l'énergie était la seule monnaie de valeur. Le thé au lait connu sous le nom de sute tsai était la survie sous forme liquide. Il était fait de lait bouilli, d'eau, de thé et de sel. On y ajoutait occasionnellement du beurre ou de la graisse et on le remuait. Cette boisson était consommée constamment de l'aube au coucher. Ce thé était considéré comme un carburant, pas une boisson. Le repas liquide, chaud, gras et salé maintenait la température corporelle et fournissait de l'hydratation. Cela se faisait sans l'effet de choc de boire de l'eau ordinaire, qui nécessite de faire fondre la neige avec un combustible rare. Chaque gorgée apportait des kilojoules d'énergie et une dose de chaleur. Les boudins noirs incarnaient la règle d'utiliser chaque partie. Habituellement, les animaux étaient abattus au début de l'hiver, de sorte que le froid servait de réfrigérateur naturel. Ils mélangeaient le sang avec de la graisse, des céréales si possible et de la viande d'organe, puis farcissaient le tout dans des intestins nettoyés et les faisaient bouillir. En quelques heures, ces boudins gelaient complètement et on pouvait les faire décongeler et les consommer tout au long de l'hiver. Le moment de l'abattage était crucial. Si cela était fait trop tôt, une période de chaleur pourrait gâcher la viande avant la congélation. Si cela était fait trop tard, l'animal faiblirait et perdrait de la masse corporelle qu'il fallait récolter. Ce régime ne contenait ni agent de remplissage, ni apéritif, ni nourriture de plaisir. Chaque ingrédient avait une fonction. Le bore fournissait une protéine portable. Tandis que l'érag jouait le rôle d'une police d'assurance en vitamines,
Les graisses servaient de source d'énergie dense. Le thé au lait offrait une poussée buvable. Les vieux boudins transformaient les déchets en kilojoules. Au fil des générations, le menu d'hiver mongol est devenu une équation résolue. Quand la terre ne donne rien et que les erreurs sont mortelles, quel est le minimum d'apport nécessaire pour un maximum de rendement pour survivre? Les animaux n'étaient pas du bétail. Nous les voyons généralement comme clôturés, nourris selon un horaire et tenus séparés de la vie quotidienne. Elles formaient une infrastructure vivante. Le troupeau servait de source de chaleur mobile, d'outils de prévision météo et de réserve alimentaire. La raison pour laquelle la yourte était un refuge efficace plutôt qu'un simple tas de feutre entourant des gens voués à geler, et que ce lien n'était pas une domestication des bêtes par les humains, mais une coopération symbiotique où la survie circulait dans les deux sens. Les chevaux étaient la pierre angulaire. Avec leurs sabots, les chevaux mongols pouvaient creuser la neige jusqu'à 70 cm de profondeur, créant des cavités atteignant l'herbe dormante en dessous, et ainsi subvenir à leurs besoins pendant les tempêtes de neige, ce qui était le contraire du bétail ou des chameaux qui mouraient de faim lorsque les pâturages disparaissaient sous la neige. Ils étaient de petite taille, poilus, et construits comme des réserves de graisse mobile. Une épaisse couche de graisse sous-cutanée fournissait une isolation. Elle servait de source d'énergie à libération lente pendant les périodes sèches où le pâturage n'était pas possible. Cette graisse n'était pas seulement pour le cheval, mais aussi pour votre bénéfice. Un cheval qui survivait à l'hiver en puisant dans ses réserves corporelles signifiait que vous n'aviez pas besoin d'utiliser vos provisions diminuantes pour le nourrir. Chaque fois que possible, les chevaux étaient placés face au vent de la yourte, et leur corps formait une barrière naturelle contre le vent. Un groupe de 20 chevaux réunis créait un microclimat nettement plus chaud que l'air ambiant, grâce à leur respiration et à la chaleur de leur corps. Leur masse massive entravait le vent et diffusait la chaleur vers l'extérieur. Les familles ne gardaient pas les chevaux près d'elles pour le simple confort, mais parce que l'avantage thermique était réel. Les moutons servaient de couverture mobile et de source de chaleur matinale. La nuit, ils étaient menés près du camp, souvent entourés d'enclos temporaires faits de pierres empilées ou de feutres restant à côté de la yourte. Un groupe de 50 moutons serrés les uns contre les autres dégage une grande chaleur. En se tenant près de la grange à 10 mètres, on perçoit une différence nette de température. Son lait et sa laine étaient transformés en feutre utilisé pour les murs de la yourte. Son lait congelé en blocs pendant la journée était fondu par le feu du soir et consommé tel quel ou transformé en beurre. Sa graisse était fondue pour produire de l'huile de cuisson et une matière pour fabriquer des bougies. Le moment de la naissance des agneaux était fixé au début du printemps. Il était assez tardif pour éviter le gel immédiat et assez précoce pour permettre aux agneaux de grandir plusieurs mois avant l'hiver suivant. Dans les environnements d'altitude et les plus rudes, le yak a remplacé le bétail. Le yak s'adapte au climat froid grâce à sa fourrure multicouche, à son rapport surface, volume approprié et à sa paresse délibérée qui économise de l'énergie. Ils sont presque résistants à l'hypothermie. Le lait de yak contient 6 à 7% de matière grasse, alors que le lait de vache n'en contient que 3 à 4%. Cela rendait ce lait idéal pour la production de beurre et de fromage, qui conservent l'énergie sous des formes concentrées et stables. Un seul yak produisait suffisamment de lait riche en matière grasse pour soutenir une famille pendant des semaines lorsque les autres sources de nourriture étaient rares. Le bétail servait d'indicateur d'alerte précoce. Les bergers expérimentés interprétaient le comportement des animaux comme s'ils lisaient des tableaux de bord. Lorsque les chevaux tournaient leurs arrière-trains vers le vent, cela indiquait l'approche d'une tempête. Les animaux s'alignent instinctivement pour protéger leur visage et leurs poumons sensibles. Les moutons ont cessé de manger. Cela indique une baisse de la pression atmosphérique avant une tempête. Cependant, le bétail apportait plus que de la nourriture et de la chaleur. Des données ont été fournies pour déterminer si vous resteriez dans le camp ou seriez exposé au brouillard blanc à 5 km de la sécurité. La santé du bétail affectait directement la santé humaine. Un bétail en mauvaise santé signifiait un manque de lait, pas de fumier pour le carburant et pas de réserve de viande d'urgence. La capacité à diagnostiquer la pneumonie chez les moutons, à traiter la mamite du pis exposé et à panser les plaies avant l'infection était cruciale. Cette connaissance était cruciale pour la survie. Les animaux étaient maintenus en bonne santé, non par affection, mais parce que leur corps était l'équipement qui soutenait votre vie. Le camp d'hiver fonctionnait comme une unité de partage de chaleur. Les gens construisaient la yourte et entretenaient le feu. Le feu consommait le fumier du bétail, les animaux paissaient la steppe et transformaient l'herbe en chaleur corporelle, lait et fumier.
Les gens contrôlaient le bétail et le disposaient en brise-vent. Les gens transportaient la yurte et alimentaient le feu. Le feu réchauffait les gens suffisamment pour prendre soin des animaux. Dans ce cycle autonome, chaque membre dépendait des autres pour survivre, et la suppression d'un seul élément entraînait un effondrement complet.